J'invite maintenant Véronique Dorval à nous rejoindre ici sur la scène, ainsi que Tania Sabat, professeure titulaire de l'École de relations industrielles et titulaire de la chaire BMO en diversité et gouvernance de l'Université de Montréal. Tania est également directrice du pôle Québec et de la francophonie canadienne du portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat. Merci d'être ici pour ce panel et pour le dévoilement de cette étude-là. Comme Pierre l'a mentionné tout à l'heure, c'est un travail de collaboration et j'aimerais remercier également, moi aussi, Isabelle Bouchard et mon collègue Afed Bentaher qui avait initié cette question-là au programme Millennium québécois pour développer en fait notre offre de formation. On avait, comme le recteur l'a dit tout à l'heure, besoin de se baser sur des données probantes et c'est ce que nous apporte finalement l'étude. Donc, on est très, très, très content de cette collaboration-là aujourd'hui. Je pourrais peut-être commencer par vous, Pierre. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans cette étude-là, avec les conclusions qu'on en retire? En fait, peut-être ce qui m'a le plus surpris, c'est que dans les 4 compétences, il y en a 2 qui ne sont pas vraiment des compétences techniques. Là. Évidemment, le marketing, les finances, l'opérationnel, c'est important. Mais ce qui est important, c'est la ténacité, c'est les relations humaines. Parce que gérer une entreprise, c'est gérer des fournisseurs, c'est gérer des clients, c'est gérer des employés. Donc, ces compétences-là sont vraiment importantes. C'est ce que l'étude fait ressortir. Puis quand on parle du déclin, justement, de l'entrepreneuriat au pays, qu'est-ce qui explique, bien, vous avez en fait mentionné qu'est-ce qui expliquait le déclin, mais est-ce que c'est une tendance mondiale? Oui, tout à fait. Et dans tous les pays développés, là, comme les États-Unis, le Canada, l'Europe, on remarque ce déclin-là. Donc, c'est un peu relié à cause du vieillissement de la population. Depuis quelques années, aux États-Unis, au Canada, les marchés du travail sont très bons. Donc, les jeunes, entre autres, lorsqu'ils graduent, ils ont beaucoup d'options du marché du travail. Les salaires sont bons. Donc, il y a moins d'incitation de partir une entreprise. Mais on voit le même phénomène. Et, comme je le disais tantôt, les gouvernements se penchent sur cette question-là parce que les entreprises en démarrage ou les nouvelles entreprises ont vraiment beaucoup d'impact sur l'économie. Donc, il y a beaucoup de chercheurs, beaucoup de gouvernements qui essaient de trouver la bonne façon d'aider l'entrepreneurship parce que c'est important pour l'avenir de nos économies. Tania, vous voulez rebondir sur cette question-là? Oui, écoutez, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. D'abord, une étude extraordinaire qui vient certainement compléter beaucoup les recherches que l'on fait dans le domaine, qui mettent beaucoup qui pavent la voie certainement, puis encore plus pour un milieu universitaire de parler de compétences. Moi, je dirais, oui, c'est vrai, on voit un peu le déclin. Il faut aussi voir un peu les belles choses. Si on regarde, par exemple, du côté de l'entrepreneuriat féminin, malgré une période de COVID très difficile, on est passé de 12% de la population quand même à 18% de femmes entrepreneurs au Canada en quelques années. Je pense que les stratégies qui ont été mises de l'avant ont certainement eu leurs effets. Puis je suis sûre que la banque de la BDC a certainement eu beaucoup aussi à faire là-dedans. Il faut aussi regarder dans le déclin la composition sociodémographique, moins de jeunes. Presque la population de 25 à 55 ans ou de 55 ans et plus est presque équivalente dans la population active. Donc, il faut regarder l'entrepreneuriat aussi chez les plus chevronnés, mais chez les 55 ans et plus, il y a de la place. Puis en plus, quand on regarde, par exemple, les effets de désirabilité, il y a beaucoup de désirabilité chez les jeunes, mais on voit qu'après, les démarches sont moins nombreuses. Donc, ça crée comme un effet d'engouement et c'est là où l'université peut jouer un rôle, justement, par le développement des compétences pour transformer cette désirabilité en des stratégies. Chez les plus âgés, enfin, les 55 ans et plus, les plus chevronnés, la désirabilité est presque équivalente au fait de se lancer parce qu'on a l'expérience et tout. Donc, vraiment, et l'université peut être, bien entendu, des milieux ouverts à tout le monde. Sur le déclin, moi, je dirais que certainement, la technologie, vous les avez dit, la question de la rareté de main-d'œuvre aussi très difficile, aussi, qui décourage parfois des entrepreneurs. Mais quand même, comme titulaire de chaire en diversité et gouvernance à l'Université de Montréal, je ne minimiserai pas l'effet l'impact des obstacles aussi. On le voit, il reste encore des obstacles, il faut le reconnaître.
reconnaître des obstacles. On regarde, par exemple, l'accès des femmes, encore plus des femmes dans des situations d'intersectionnalité, donc femmes noires, autochtones, etc. Avoir, par exemple, le pourcentage de capital risque auquel ils sont en train d'avoir accès est beaucoup moins élevé. Beaucoup plus encore vont compter sur de l'épargne personnelle. Et d'ailleurs, j'entendais Mme Hudon au Salon de la femme noire, tiens, Dorothy est parmi nous, dire, par exemple, dans cette histoire de compétences de finances, c'est quand on a de l'argent qu'il faut aller chercher de l'argent, pas on a de l'argent, on le dépense, puis après on cherche de l'argent. Donc, il y a beaucoup de ces compétences qu'il va falloir absolument développer. Excellent, merci Tania. Pierre, l'étude mentionne en fait justement que les salaires élevés là, contribuent au déclin de l'entrepreneuriat, mais économiquement, des salaires élevés, ça ne représente pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Donc, c'est quoi les risques là, comme à long terme? Mais pas du tout, vous avez raison. Les salaires élevés, ce n'est pas une mauvaise nouvelle du tout. Ça démontre qu'on a des emplois de plus en plus à valeur ajoutée, donc c'est une bonne nouvelle. Et ce n'est pas la seule raison pourquoi il y a le déclin. C'est sûr qu'aujourd'hui, compte tenu du marché du travail, les gens qui réfléchissent à démarrer une entreprise, ils ont davantage d'options. Donc, ça contribue à ça. Mais il y a d'autres raisons, comme on l'a mentionné, là, le vieillissement de la population est une des raisons, comme vous l'avez mentionné aussi, la complexité d'opérer une entreprise aujourd'hui. C'est beaucoup plus complexe aujourd'hui. Les entrepreneurs plus chevronnés vont vous le dire, quand ils ont démarré, eux, il y a 25 ans, c'était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Donc, ça explique aussi pourquoi il y a moins de gens qui font ce choix-là. Véronique, je me tourne vers vous. Est-ce que, en fait, comment qu'on pourrait faire justement pour augmenter le nombre d'entrepreneurs? Qu'est-ce qui est fait à la BDC à ce chapitre-là? Oui. La première chose, pour avoir plus d'entrepreneurs, il faut inspirer plus de gens à être entrepreneurs. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont des rêves, des idées de ce qu'ils pourraient lancer, qui pourraient être nouveaux services. Mais c'est important de passer du rêve à prendre action. Donc, à la BDC, on met beaucoup d'emphase à promouvoir les entrepreneurs qui ont du succès. Dorothée, je suis contente de te voir ici en ce sens. Promouvoir les entrepreneurs qui ont du succès, encourager à travers des semaines comme cette semaine l'entrepreneuriat de façon plus générale. On aide aussi à développer les compétences. On vient d'en parler, l'importance des compétences. Donc, soutenir les entrepreneurs dans les premières étapes de leur démarrage, tout au long, lorsqu'ils ont des périodes difficiles, les soutenir à développer les prochaines compétences qui vont les aider. Puis finalement, je dirais, si on veut augmenter le nombre d'entrepreneurs, il faut s'assurer de l'accessibilité. Donc, il faut s'assurer que tous les groupes de la société peuvent participer de façon égale à l'entrepreneuriat. Donc, on parle ici, on a parlé des femmes, l'importance des femmes dans l'entrepreneuriat qui est croissant. On a 50 de femmes dans la société, mais seulement 18 d'entrepreneurs. Donc, il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Aussi, il y a des groupes qui sont sous-représentés. On a parlé d'entrepreneurs noirs, des entrepreneurs des communautés autochtones. On n'a pas parlé des gens avec des handicaps, mais aussi un groupe qui est sous-représenté. Donc, le plus on va avoir la participation de tous à l'entrepreneuriat, le plus on aura d'entrepreneurs. Super. Tania? Oui, absolument. Au groupe, j'ajouterais l'entrepreneuriat immigrant, n'est-ce pas? C'est 40 aujourd'hui quand même de la main-d'œuvre qui provient de l'immigration. Et il y a des groupes quand même spécialisés. Moi, j'irai en complément, encore une fois, avec les compétences qui ont été amenées, j'irai honnêtement sur 4 peut-être grandes thématiques rapidement. Premièrement, je reviendrai vers cette question de briser les barrières. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est dans un bon moment pour le faire. On parle de plus en plus de finances durables. On parle de diversifier les impacts. Aujourd'hui, les investissements tiennent compte de considérations environnementales, climatiques, sociales, gouvernance. Et encore une fois, ça donne beaucoup plus de chances à une diversité de profils d'entrepreneurs. Pensons à l'économie sociale, aux coopératives. Donc, il faut regarder l'entrepreneuriat, il faut élargir un peu les façons de le voir puis de voir ses impacts. Deuxièmement, les compétences sont cruciales, mais de plus en plus, compte tenu des difficultés que l'on voit,
il faut regarder l'ensemble du parcours entrepreneurial. On a fait plusieurs groupes de discussion dernièrement avec, par exemple, des femmes entrepreneurs de profils très diversifiés qui nous disaient ça va pour démarrer, mais une fois qu'on a démarré, là, on n'a plus aucune autre forme d'aide. Donc, dans les périodes plus de croissance où on a besoin, il y a beaucoup moins de programmes. Il faut aussi regarder, par exemple, du côté de l'approvisionnement. C'est très beau de donner de l'argent. D'ailleurs, c'était l'article un peu de ce matin. Bon, les personnes commencent, ils ont du succès, mais après, accéder au réseau, briser justement l'accès au marché, toute la question autour des virages numériques. Donc, de plus en plus, je pense qu'il y a des approches intéressantes qui sont des approches sectorielles. Vous l'avez dit tout à l'heure, par exemple, les questions de mentorat, les questions d'accès au financement. On veut plus parler à des gens que l'on connaît, qui ont déjà eu peut-être l'expérience. Et donc, ça fait en sorte qu'il faut changer un peu, il faut regarder l'ensemble du parcours. Il faut créer des lieux de coopération, d'incubation. Dans le temps, c'était les incubateurs. Les femmes boudent un peu les incubateurs parce qu'on l'a vu, elles vont préférer la formation. Mais les incubateurs, c'est des endroits importants. Peut-être que les incubateurs doivent se renouveler, devenir des espaces différents. Puis encore une fois, Millennium peut vraiment jouer ce rôle de mettre ensemble. Alors, il faut mettre ensemble les organismes de financement avec les universités qui forment, avec l'approvisionnement, les mentors, etc. Donc, amener cet écosystème sur lequel on peut travailler quelque temps. Il ne faut pas oublier les organismes de soutien aussi qui ont fait beaucoup. Je vois Madeleine dans la salle avec le groupe 3737, quand même, qui ont fait beaucoup de choses, entreprendre ici pour les immigrants. Donc, il y a vraiment matière à pouvoir travailler ensemble et avec les organismes de financement. Troisièmement, il faut alimenter les politiques gouvernementales. On l'a vu, par exemple, durant la COVID, il y a eu plein de programmes gouvernementaux pour aider les entrepreneurs. On a fait une étude après quelques semaines après la COVID pour remarquer auprès de 1800 entrepreneurs qu'à peine 10% des femmes avaient accès à ces programmes-là. Donc, pourquoi? Mais parce que soit elles n'avaient pas le temps, soit il y avait d'autres problèmes, soit, encore une fois, le stress, soit ne savaient pas que les programmes existaient. Donc, en alimentant, par exemple, les politiques en matière d'approvisionnement, on a fait toute une série au sein du PCFE, donc du portail, sur comment aider les femmes sur un approvisionnement de, par exemple, 23 milliards de dollars du gouvernement fédéral. Ben, certaines femmes disaient, sur 10 critères, on répond à 9 et le 10e nous coule, donc on n'est plus éligible. Alors, vous voyez un peu, ce dialogue peut être intéressant et il faut toujours des données probantes puis continuer à le faire. Puis je terminerai en disant, écoutez, des modèles. À l'université, c'est un foisonnement de capacités, de compétences dans tous les domaines, sciences sociales, sciences humaines, médecine, etc. Et il faut aller chercher des modèles d'entrepreneuriat puis les mettre de l'avant. C'est important. Tout à fait. Puis je pense qu'on est justement dans un lieu, l'université, pour ça. On l'a vu dans l'indice entrepreneurial du Québec, l'indice d'intention d'entreprendre est de 15%, mais plus on va chez les jeunes et même le sondage qu'on a conduit à l'intérieur de l'université l'an dernier, l'indice d'intention d'entreprendre est à 30%. Donc, je pense qu'on a un bassin intéressant ici, justement, à l'université. Et je suis contente aussi que tu apportes toute la notion d'impact parce que la responsabilité, je veux dire, est au cœur de notre programme chez Millennium. C'est ce qu'on veut vraiment instaurer auprès là, de nos étudiants. Donc, c'est important pour nous de mettre la responsabilité là, au cœur de leur modèle d'affaires. Et comme justement, on a l'ensemble des facultés ici à l'université, il y a beaucoup de projets en innovation sociale qu'on va vouloir et qu'on va pouvoir soutenir. Véronique, je reviens vers vous. Comment on peut faire justement pour améliorer les chances là, de succès de nos PME? Oui. Donc, si on revient à l'écosystème auquel je faisais référence tantôt, je pense que comme écosystème, il y a quelques éléments qui sont vraiment importants sur lesquels on doit travailler. Le premier, c'est de donner accès à l'information, aux formations, au coaching pour permettre aux entrepreneurs de développer les compétences essentielles. Ça, on en a beaucoup parlé, puis ça va demeurer important. C'est au cœur de ce qui fait que les entrepreneurs ont plus ou moins de succès. La deuxième chose, c'est le financement. Donc là, je sais que je suis biaisée, mais le financement, c'est le nerf de la guerre là, pour les entrepreneurs. Est-ce qu'ils ont accès au financement?
Et est-ce qu'ils ont accès au financement de façon flexible? Moi, je pense que les grandes entreprises qui sont déjà bien établies, eux autres, ils ont facilement accès au financement, mais est-ce que tous les entrepreneurs ont facilement accès au financement? Il faut de la ténacité, je pense, du côté des institutions financières aussi pour être là quand c'est plus difficile pour les entrepreneurs, de leur offrir de la flexibilité, d'être patient avec les entrepreneurs. Le dernier point, c'est le réseautage. Donc, on a une belle activité de réseautage aujourd'hui, mais c'est important pour les entrepreneurs d'être capables d'aller chercher des gens qui vont compléter leur capacité, d'aller chercher des nouvelles idées dans les réseautages, d'aller chercher des partenaires d'affaires, des nouveaux clients. Puis on a parlé aussi de bien-être, de gestion du stress. Le réseautage aide aussi. Plus on a de gens qui nous entourent, plus c'est facile pour nous d'apprendre à gérer le stress. Donc, je pense que comme écosystème, là, c'est 3 choses vraiment importantes sur lesquelles on doit travailler pour soutenir nos entrepreneurs. Tania, tu veux rebondir sur cette question? Donc, je suis entièrement d'accord. Mais en fait, je trouve aussi que chez Millennium, en fait, c'est justement cette étude-là va nous aider à développer les bonnes compétences, puis au bon moment, je pense, du stade de développement de l'entreprise. C'est certain que nous, on est souvent en amont dans les universités, au stade de démarrage. Donc, on l'a vu dans les conclusions de l'étude que le marketing puis les compétences en finance sont importantes. On le dit souvent à nos entrepreneurs, la validation du marché est cruciale. Il faut le faire, donc il faut bien le faire. Et je pense que justement, on va être capable maintenant de développer une offre de formation qui va bien représenter en fait les compétences qui vont mener à la réussite de nos entrepreneurs. J'ai beaucoup aimé aussi dans l'étude, on parle d'apprentissage dans un contexte pratique. Donc, on va mettre sur pied justement des stages dans un milieu plus d'une culture entrepreneuriale. On veut développer des formations aussi en réalité virtuelle, des simulations d'entreprise. Donc, je pense qu'on peut faire évoluer aussi les formations pour qu'elles soient davantage adaptées aux besoins actuels, là, justement, des entrepreneurs. Donc, ça va vraiment nous permettre là, de cheminer là, dans notre offre de service puis d'accompagner davantage, justement, nos étudiants en ce sens-là. Pierre, en fait, on dit dans l'étude qu'on doit justement développer que la ténacité, le grit, comme vous le dites si bien, est une compétence primordiale, qu'elle est une compétence, en fait, qui doit être présente à tous les stades aussi de maturité de l'entreprise. Pourtant, en fait, c'est pas contradictoire, en fait, de dire qu'il faut se former tout le long de son parcours entrepreneurial, mais que la ténacité est une compétence qui serait intrinsèque à l'être humain? Mais en fait, je ne pense pas que c'est une contradiction. Je pense que les gens qui veulent devenir des entrepreneurs, comme on le voit dans le sondage, ils ont déjà un niveau de ténacité assez élevé. Et je pense que ça se développe à travers les années. Je pense aussi, dans l'étude, on donne un certain nombre de pistes pour développer la ténacité. La ténacité, c'est la passion de partir d'une entreprise, c'est la résilience, c'est d'être capable de faire face à des situations plus difficiles. Donc, tout ça fait partie de ce concept-là. En anglais, on dit grip ou ténacité en français. Mais je pense que la bonne nouvelle, c'est que ça se développe. C'est pas simplement on l'a ou on ne l'a pas. Il y a des gens qui l'ont plus que d'autres, mais à tous les niveaux, on peut le développer. Et je pense que ça, c'est vraiment intéressant. C'est comme les autres compétences qu'on doit avoir, comme le marketing opérationnel. La ténacité, c'est aussi une compétence qu'on peut développer. Véronique, justement, dans ce sens-là, au niveau du développement des compétences tout au long du parcours entrepreneurial, ce serait quoi les recommandations, justement, pour nos entrepreneurs? Bien, premièrement, être curieux. Être curieux. Les entrepreneurs n'apprennent pas tous de la même façon. Il y en a beaucoup qui apprennent d'une façon plus pratique, mais la curiosité, ça l'aide à tous les jours, là, d'apprendre qu'est-ce que vos compétiteurs font, qu'est-ce que des gens dans d'autres secteurs font pour vous inspirer. Oui, d'aller des fois retourner à l'école, d'aller prendre des formations, d'écouter les conseils, avoir accès à des services conseils à travers du mentorat, à travers différentes façons. Ça, c'est tout très important.
On a parlé de mentorat et de réseautage. Je pense que le réseautage est aussi essentiel pour aller chercher davantage ces compétences-là. Un conseil, on a parlé de l'argent comme étant le nerf de la guerre. Bien, développer les compétences au niveau financier sont incroyablement importantes pour les entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs en début ou en démarrage qui croient qu'avec leur passion, ils vont réussir. La passion est importante, mais comprendre comment on fait de l'argent, comment fonctionnent les flux financiers, comment on va se capitaliser, aller chercher du financement, c'est incroyablement important. Et je lancerai le défi un peu plus aux femmes entrepreneurs parce qu'il y a une plus grande proportion d'entre elles qui ont un peu peur et qui sont rébarbatives par rapport à ces concepts-là. Et celles que j'ai connues qui se sont investies à parfaire leurs connaissances financières, ils se sont senties tout d'un coup beaucoup plus équipées, et je vais prendre l'expression anglaise, empowered, à gérer leur entreprise après avoir aiguisé leurs compétences de ce côté-là. Puis, la dernière chose, je dirais profiter de l'écosystème. Il y a tout un écosystème qui existe de partenaires. Oui, les banques, les institutions financières traditionnelles, mais d'organisations gouvernementales, d'organisations universitaires, communautaires, qui sont là pour épauler les entrepreneurs. Donc, il faut apprendre à les connaître puis aller chercher toute l'aide possible. En conclusion, Tania, est-ce que tu voudrais rajouter quelques mots? Oui, quand même. Je dirais, l'entrepreneuriat commence, puis on l'a vu. Puis aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que hommes et femmes presque donnent les mêmes raisons pourquoi les personnes se lancent en entrepreneuriat, alors qu'avant, c'était un peu différent. Mais généralement, c'est réaliser un rêve, c'est changer les choses, c'est faire un impact dans son environnement. Et donc, on commence avec une passion et certainement, on n'a pas toujours toutes les compétences qu'il faut, puis on le voit dans les études. Souvent, les compétences entrepreneuriales, il faut les acquérir parce qu'on n'est pas nécessairement ferré là-dedans. Puis c'est pour ça que c'est extraordinaire ce qui est en train de se dire aujourd'hui. Cette formation doit être appliquée, doit être rapide, bien entendu, et on la voit de plus en plus aussi sectorielle, si possible, de le regarder. Ce qu'il faut aussi, peut-être une chose sur laquelle j'aimerais quand même revenir, c'est que le fait de développer des compétences développe aussi l'optimisme chez les entrepreneurs et la capacité entrepreneuriale. Par exemple, on va dire les femmes, par exemple, ont peur du risque ou pas. Non, les femmes auront moins peur du risque à partir du moment où on sait comment on va mitiger le risque. Donc, c'est vraiment la compétence à la base et non pas le trait de caractère qui le fait. Et donc, c'est pour ça, par exemple, qu'on voit que des personnes avec plus de compétences entrepreneuriales réussissent mieux, bien, elles présentent de meilleurs plans d'affaires, ont plus facilement accès au financement. Donc, finalement, on se retrouve dans un cercle vicieux qui fait en sorte que quand même les compétences, c'est un début et une fin, puis ils doivent toujours être là. Et je reviendrai vraiment sur le mot de Véronique, l'écosystème est très important. On est là. Il ne faut pas revenir. On parlait de secteur avant. Maintenant, on est beaucoup plus dans des écosystèmes. Il faut toujours le mobiliser. Voilà.